je suis donc major à PGHM à Savignac-les-Ormeaux, donc au peloton de gendarmerie de haute montagne. C'est une présentation des services de secours en montagne, rappel des dangers liés au milieu montagnard et les bonnes pratiques en cas d'accident. Le secours en montagne est sous l'égide du préfet. Voilà, donc c'est lui qui est responsable de l'organisation du secours et du déroulement. Donc lui, en fait, il délègue aux services d'État que nous sommes. Donc en France, en gros, il y a 3 entités qui font le secours en montagne, parce que dans chaque département, c'est différent. Donc en gros, il y a donc la gendarmerie nationale, donc les PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Ensuite, il y a la police, donc par le biais des compagnies républicaines de sécurité, donc secours en montagne, les CRS. Et ensuite, il y a les sapeurs-pompiers dans certains départements. Donc dans la majorité des cas, c'est soit la gendarmerie qui a l'exclusivité du secours sur son département, soit elle partage avec la police nationale ou alors les sapeurs-pompiers. Pour parler localement, dans les Pyrénées, il y a 5 départements montagne, donc le 66, le 09, le 31, le 65 et le 64. Dans le 66, il y a une alternance PGHM-CRS. En Ariège, nous sommes tout seuls à faire le secours au premier chef, on va dire. Dans le 31, le 65, alternance entre police nationale et gendarmerie. Et spécificité donc, dans le 64, donc les Pyrénées-Atlantiques. Donc il y a le PGHM de Laurent, c'est-à-dire la gendarmerie, qui se partage une semaine sur 2 du secours avec les sapeurs-pompiers. Nos missions, la plupart du temps, donc à plus de 90%, on intervient en hélicoptère. Donc là, on s'appuie sur le détachement aérien de Pamiers, qui est très récent, puisqu'il date de 2012. Donc le fait d'avoir gagné l'hélicoptère, enfin d'avoir un hélicoptère sur notre département, on a gagné à peu près plus de 45 interventions par an. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait un bond entre avant et après de plus de 45, ça faisait à peu près 25% de plus. Parce qu'avant l'hélicoptère arrivait de Toulouse, et à la régulation, quand on leur annonçait un délai, parce qu'ils voulaient savoir à peu près combien de temps on serait sur la victime, il fallait que l'hélicoptère passe l'info et l'alerte à Toulouse, que Toulouse soit disponible. Ils venaient nous chercher sur Tarascon, parce que nous on est basé à Savignac, c'est-à-dire à côté d'Aix-les-Thermes. Quand c'était dans le Couserans, c'est-à-dire vers la région de Saint-Girons, on s'avançait un petit peu, c'est-à-dire on descendait jusqu'à Tarascon. L'hélicoptère nous récupérait, on faisait le secours, on évacuait sur Foix, et ensuite l'hélico nous ramenait à Tarascon pour pouvoir retourner sur Toulouse. Voilà. Donc maintenant c'est fini ça. C'est nous qui nous déplaçons sur la base hélico à Pamiers, enfin à Pamiers et Pujol, c'est là où il y a l'aérodrome, donc le détachement aérien. Donc là, deux secouristes descendent chaque jour et on prend la permanence. C'est-à-dire que quand on a une alerte, si l'hélico est disponible, on part directement sur l'intervention. Donc déjà, on est efficient parce qu'on gagne en délai d'intervention. On récupère le médecin, on fait un petit saut de 2 minutes, on récupère le médecin s'il y a besoin, si c'est médicalisé. Voilà. Donc c'est un intérêt pour tout le monde, c'est-à-dire surtout pour les victimes. Voilà. Alors quand l'hélicoptère de Pamiers était disponible, ça peut arriver qu'il y ait de la maintenance ou une panne prévue, ou s'il est déjà en vol sur un premier secours, on peut s'appuyer sur le détachement de Tarbes. Donc eux, Tarbes, ils mettent à peu près 30 minutes pour venir sur Foix. Et sinon, on a la sécurité civile de Perpignan. En 2015, on a fait 265 secours, interventions en montagne. Donc tout confondu et tout type d'activité confondu. Voilà. Sachant qu'à peu près 60%, 60-65%, 70%, ça dépend des années, ça concerne de la randonnée pédestre. Voilà. C'est quand même le plus gros de l'activité sur laquelle on est amené à intervenir. Pourquoi? Parce que la rando, ça coûte pas cher, c'est accessible à tout le monde. Alors, dans la randonnée, ça peut être le sommet du Mont Calme, c'est classé randonnée, c'est pas d'alpinisme, on met pas les mains ou les techniques de corde en œuvre.
comme le petit sommet qu'il y a au-dessus de Saint-Giron. Voilà, ça englobe tout ça. Ensuite, on a un petit peu d'alpinisme, un petit peu de canyon, enfin d'accidents liés au canyon, un petit peu de parapente, enfin toutes les activités qui sont liées au sport de montagne. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on intervient aussi sur des gens qui... En fait, on a un métier qui est un panel d'accidents en montagne qui est très, très ouvert. C'est-à-dire on peut intervenir sur un bûcheron où il n'y a pas d'accès, c'est-à-dire par ambulance ou par véhicule de sapeurs-pompiers. Donc il va falloir soit qu'on arrive par hélicoptère, ou si l'hélicoptère passe pas, à pied. Voilà. Dès lors qu'il y a une notion d'inaccessibilité à la victime, voilà, on est mis dans la boucle pourquoi ? Parce qu'on voilà, on est secouriste, on a l'hélicoptère. Les différentes causes de tous les accidents sur lesquels vous intervenez. Non, on ne fait pas de statistiques à ce niveau-là, mais dans une carrière, moi ça fait 25 ans que je suis en unité spécialisée montagne. Je pense que j'ai connu un peu tous les cas de figure, quoi. Voilà. Donc ce qui revient souvent, c'est les gens qui sont... En fait, il y a deux grandes catégories de dangers en montagne. Il y a les dangers objectifs qui sont liés à la montagne, c'est-à-dire les chutes de pierre, voilà, le soleil, la neige, la glace, tout ce qui est lié à la montagne propre. Et ensuite les risques subjectifs qui sont liés aux pratiquants. Voilà. Et bien souvent, on s'aperçoit que les accidents sont quand même dus aux risques subjectifs. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des risques objectifs, mais un exemple, les gens qui, pour la première fois qu'ils vont faire une randonnée, ils vont faire une randonnée de 2500 mètres de dénivelé, ils vont partir tard, ils n'ont pas un fond de sac, vous voyez, tout ça c'est... Voilà. Et bien souvent on s'est aperçu qu'il y a une succession, l'accident c'est une succession, pas tout le temps, hein, une succession de petits voyants qui s'allument et les gens n'y prêtent pas attention. Notamment je parle aussi pour les cas graves, quoi. Voilà, les accidents graves. Mais non, on n'a pas de... Alors, on a tous les cas de figure, hein. On a des gens qui ne connaissent pas le milieu, voilà, la méconnaissance du milieu. Ça, on le rencontre souvent avec des gens qui ne sont pas du cru, on va dire, qui ne sont pas des locaux. Ça va être des gens qui vont arriver en vacances, ils ont, je sais pas moi, ils n'ont jamais fait de canyon, ils vont louer une combinaison, ils ne vont pas prendre de professionnels, et voilà. Donc le canyoning, c'est vraiment une activité très, très spécifique, où il y a des techniques de corde qui ont évolué, parce que voilà, au fil des années, maintenant on fait quasiment que du débrayable, il y a la connaissance de voilà, si c'est un bassin versant ou pas, au niveau des horaires, voilà, c'est pareil, au niveau du matériel. On a avec des élèves de collège-lycée, qu'est-ce qu'il y aurait du coup à inculquer ou à sensibiliser pour faire qu'une partie de ces accidents, comme tu dis, subjectifs, qui sont liés à un caractère subjectif, il y a moins de chances que ça arrive? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, mais en fait, si à l'école, on avait alerté les gamins ou acculturé les gamins à ça, bah... Alors, à l'école, tu veux dire... est-ce que nous, en EPS, des accidents... Il faut déjà passer le message. Hein, donner le message déjà à l'école pour... Non mais ouais, et puis lié aux causes et tout ce que vous voyez, on pourrait dire, ouais, mais en fait, souvent c'est lié à ça, où on voit ça, et en fait, bah, c'est un truc dont l'école pourrait s'en emparer, ou que nous, quand on enseigne les APPN, on pourrait prévoir dans notre séquence qu'il y ait dans la sortie, par exemple, qu'on leur fasse, par exemple, on apprenne les gamins à faire un sac quand on part... je prends l'exemple de ce que tu viens de dire, mais... Il faut savoir que la montagne, par rapport aux activités, on va à la plage ou en campagne, il ne fait pas beau, on peut rapidement rejoindre un véhicule ou un parking. En montagne, quand on est près d'un sommet, notamment l'été, on n'a pas les skis aux pieds, si on a mis 4 heures pour monter, allez, globalement on va mettre 2h30 pour redescendre. Donc si on n'a pas un sac adapté, forcément voilà. En fait la montagne ça ne s'improvise pas, il y a une préparation théorique qui est très importante et qui est propre au randonneur, à l'alpiniste qui projette de faire une course, au skieur de rando qui veut faire un raid à ski. Voilà, il y a toute une préparation intellectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais prendre comme matériel, quel type d'itinéraire je vais emprunter, combien sommes-nous, voilà, on est deux, on a le même niveau, donc là on va avoir je sais quel itinéraire choisir.
Mais si j'ai un groupe de 5, ben, il va falloir adapter la randonnée au niveau du plus faible. Voilà. Après, bon, comment faire son sac? Ben ça, quand on commence à pratiquer la montagne, c'est très bien qu'il vaut mieux mettre le duvet en bas, c'est-à-dire tout le léger en bas et volumineux pour pouvoir avoir le poids sur le haut du sac. Mais quand on prend des fois des sacs à dos de touristes qu'on va chercher ou qu'on récupère et qu'on vide leur sac, ben, ils ont les crampons au fond, c'est-à-dire tous les trucs lourds et volumineux et qui peuvent présenter des blessures au niveau du dos, ben, c'est mis au fond, alors qu'il vaut mieux l'avoir sur le haut. Ça, c'est voilà, des petits détails qui font que la météo, c'est important, bien sûr. Quand on part à la journée, la météo, c'est important, mais quand on part sur 2-3 jours ou sur une semaine, c'est primordial. C'est-à-dire que ça va conditionner aussi ce qu'on va prendre dans le sac. Voilà. Si on alors, oui et non, parce que l'été, même l'été, il vaut mieux avoir le fond de sac, c'est clair. Vous savez ce que c'est un peu un fond de sac? Non. C'est ce voilà, c'est le minimum qu'il faut avoir dans un sac, c'est-à-dire un vêtement de pluie. Ça, c'est valable pour l'été, mais aussi pour l'hiver, mais aussi pour l'été. Un vêtement de pluie, une polaire, un sifflet, une paire de gants, un bonnet et voilà, de la crème solaire. Voilà, et de l'eau. Ça, c'est le minimum. Voilà. Ensuite, en fonction de ce que vous allez faire, s'il y a un petit câble à passer, pourquoi pas un bout de sangle avec un mousqueton. Voilà. Donc c'est la préparation intellectuelle, c'est-à-dire on s'est renseigné sur la course. Il y a des topos qui existent, il y a Internet maintenant qui est une mine d'or parce qu'il y a pas mal de sites comme Camp to Camp ou Cairn. C'est des sites où tout est référencé. En ski de rando, en alpinisme, en escalade, en randonnée, voilà, en raquette. Donc en fonction, on tape le lieu, ça nous met la difficulté, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Combien de temps est prévu pour la course. Les dernières personnes qui l'ont fait vont marquer des annotations. Donc ça c'est important l'hiver. Et un canyon et l'hiver. Alors un canyon, il y a un site exprès, c'est canyon.com où c'est ce nom-là. Ouais. Voilà, vous descendez canyon.com. Là vous avez tous les canyons par massif. Ça va de la Réunion jusqu'au Jura en passant par voilà, tous les canyons du coin, le YEC 66. Et en fait, vous avez les dernières personnes qui ont pratiqué ce canyon vont vous mettre le débit d'eau, si ça craint, si c'est à condition déjà. Voilà, ça c'est important. Nous, tous les jeudis et vendredis, on a des appels au niveau du PSG pour nous demander les conditions, là en ce moment, du ski de rando. Voilà, où en est l'enneigement, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de course. On avait projeté d'aller à cet endroit-là. En plein hiver, c'est sur les cascades de glace. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en condition, sachant qu'on n'a pas beaucoup de spots, d'endroits pour en faire. Donc dès que c'est bon, ben, sur les réseaux sociaux ça circule. Et je suis parti de Frêche-en-Dèche pour aller vers l'étang marin. Et je suis tombé, et voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez une paire de connaissances? La personne étant seule, au début elle nous a dit que non, mais en fait il s'est avéré qu'elle a eu au moins une demi-heure de PCI, paire de connaissances initiales. Ça, elle l'a bien fait parce qu'elle a essayé d'appeler plusieurs fois au téléphone. Et donc là, on a vu la personne en direct. Et là, les renseignements étaient les bons, c'est-à-dire elle était vraiment à l'altitude qu'elle nous avait. Elle nous a appelé directement. Là où ça commence à poser problème, c'est quand soit le téléphone ne passe pas et que la personne ne peut pas se déplacer, c'est un tiers qui va donner l'alerte. Ou alors c'est un membre du groupe qui va donner l'alerte. Donc là, il va falloir que la personne se déplace jusqu'à un certain point où le téléphone passe. Donc là, on va perdre déjà. Enfin, il va y avoir un temps de latence entre lors de l'accident et le déclenchement de l'alerte. Voilà.